Comme annoncé il y a quelques jours en vidéo, celle-ci se verra faire l'objet d'un court placement de produit de quelques secondes. Je vous remercie une fois de plus pour votre bienveillance et votre soutien, en espérant que cela vous plaise. Mais pour le moment, nous allons quitter quelques instants la mer et les pirates pour rejoindre un monde médiéval fantastique. Raid Shadow Legends est un RPG sur mobile entièrement gratuit et tout récent, ayant réussi l'exploit de cumuler près de 10 millions de joueurs en seulement 3 mois. Outre sa gratuité, ce jeu a de très belle qualité, puisque déjà graphiquement parlant, je trouve ça réellement beau et agréable à l'œil pour un jeu sur mobile. Le bestiaire, comme on pourrait l'appeler, bénéficie lui-même d'un grand détail sur les armes et armures, donnant pour le coup un véritable charme tout en étant particulièrement rempli, puisqu'il n'y a pas moins de 400 champions à obtenir. De mon côté, j'ai eu la chance d'obtenir le champion épique Ordine, qui fait partie de la catégorie des seigneurs. Ses techniques sont très simples, vaincre un ennemi lui permet d'attaquer tout de suite après. Du coup, ça donne lieu à des combats d'une grande facilité grâce à lui après l'avoir amélioré. Concernant les combats, justement, c'est particulièrement varié. Tu peux jouer en campagne pour augmenter ton expérience et récupérer des objets et champions. En donjon, le concept est plus ou moins similaire, mais les boss sont beaucoup plus costauds. Ou alors le mode joueur contre joueur qui te permet d'affronter d'autres personnes du monde entier dans une arène spéciale. C'est particulièrement facile de commencer, même en étant à 0, puisqu'en tant que débutant, vous pouvez récupérer plusieurs récompenses quotidiennes pendant 90 jours pour faciliter votre évolution. Sa note sur le Play Store de 4,6 sur 5 est un indicateur plutôt rassurant de la qualité du jeu. Il y a des mises à jour régulières et grâce au parrainage suite à cette vidéo, vous gagnerez 50 000 d'argent ainsi qu'un champion épique gratuit. J'espère pour vous que ce sera Rodine. Pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez télécharger le jeu dès à présent dans les liens en description pour Android ou iOS, et ainsi profiter des avantages du parrainage. Voilà, c'est tout bon, un grand merci à Raid Shadow Legends pour avoir sponsorisé cette vidéo. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 des questions de One Piece. C'est un concept qui vous plaît beaucoup, donc c'est très cool. On va continuer comme ça. Aujourd'hui, il y aura des tout petits changements, mais globalement, voilà, on va continuer sur le même format. Et puis, on peut déjà commencer avec la première question. Putain, il fait chaud, c'est un truc de fou. Ouf. J'avais prévu ça depuis une semaine. J'aurais pas cru que ce soit si pourri. J'étais dans la tête, c'était un truc énorme. Mais là, je me vois en train de faire le montage et je me dis, ça devait être pété. Ouais, c'était totalement pété, mec, plus jamais. Alors, première question de Traffy Williams. Voici ma question. Selon toi, quelles conséquences la fin de Wano Kuni entraînera pour le prochain arc? Et penses-tu qu'on aura plus d'infos sur le siècle oublié et son lien avec le gouvernement mondial, durant l'arc de Wano Kuni? En te remerciant de nous faire partager ta passion de One Piece. Merci beaucoup, bro. C'est une question que j'ai récupérée de mon Discord One Piece, parce que du coup, on a créé une sorte de catégorie où vous pourrez aussi poser vos questions pour le QOP, du coup. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez passer autrement que par YouTube, bah, vous pouvez aussi passer par le Discord. Alors, concernant ta question, c'est une très bonne question, du coup. Et je pense que c'est obligatoire qu'à Wano Kuni, vu la densité de l'arc, vu l'ampleur qu'il prend, je pense que c'est quasiment inévitable qu'on n'ait pas d'informations sur le siècle oublié. Déjà rien qu'en parlant du siècle oublié, je pense que le fait que les Kozuki soient un clan de tailleurs de pierre, qu'ils aient eux-mêmes créé tout ce qui est poneglyphe, etc., c'est ici qu'on va avoir, je pense, le plus d'infos. On y tourne trop autour, depuis quelques temps, on tourne trop autour de Raftel, on tourne trop autour de toute cette fin. On arrive quand même vraiment à la fin du manga pour le coup, et si dans un tel arc on n'a pas ce genre d'informations, je pense que ça serait ça serait incompréhensible. C'est le meilleur moment pour nous raconter des choses assez ouf, surtout que voilà, Wano Kuni c'est un pays qui est très isolationniste, on sait rien de ce pays, les gens ne savent rien non plus, il est très peu visité, donc c'est l'endroit où on peut cacher le plus de choses. Brook avait lui-même dit qu'il y avait un poneglyphe en plus dans la cave du Shogun, il me semble. Il y avait donc un poneglyphe ici, il y a un road poneglyphe aussi du côté de Kaido. Donc il y a quand même déjà deux sources d'informations assez sûres. C'est vraiment trop pour après pour le reste on n'ait pas d'informations sur tout ce qui est siècle oublié, ou du moins voilà. Pour le lien entre le gouvernement et du coup Wano Kuni, bah de ce côté-là, ça a déjà été un peu tissé. Déjà de base, on pensait absolument pas qu'il y ait un quelconque lien entre Wano et le gouvernement, sauf qu'on apprend que bah, finalement, le granit marin vient de Wano Kuni. Les tailleurs de granit marin sont originaires de Wano Kuni et le gouvernement en a à la foison, à la pelle en fait. Donc c'est là aussi, on nous cache beaucoup de choses de ce côté-là. Et je pense que c'est de cette façon qui fait que Oda nous laisse supposer, nous laisse sous-entendre que des informations seraient données à ce moment précis de l'arc.
L'eau, c'est important, c'est précieux. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Mais sinon, pour tout ce qui est, ouais, franchement, tout ce qui est même Vegapunk, là pour le coup, Vegapunk, on en entend beaucoup parler récemment. C'est des liens qui sont trop présents pour ne pas être exploités un peu plus tard. Alors, question numéro 2 de Anonyme. Que diable est-il arrivé à Don Krieg et son équipage? C'est une très très bonne question. Question suivante. Non, alors pour le coup, Don Krieg lui-même, enfin, on sait pas. Il n'y a aucune info depuis la dernière fois qu'on l'a vu. On n'a plus rien de ce côté-là. Et je pense qu'on n'aura plus rien avant un bon moment. Le seul lien de Don Krieg qu'on peut avoir, c'est Jin. Parce que Jin avait sous-entendu un éventuel retour, une éventuelle confrontation avec Sanji. En disant que voilà, il se retrouverait, etc. Vu qu'il a une certaine dette envers lui. Je pense que Jin c'est le seul personnage de l'équipage de Don Krieg qu'on peut vraiment revoir et peut-être que Oda peut justement une fois de plus exploiter. Mais concernant Don Krieg lui-même, je pense que vu qu'ils étaient déjà pas de taille pour être sur Grand Line, vu qu'ils se sont fait pourchasser par Mihawk et tout, ça a dû les dégoûter. Et il y a moyen que Don Krieg il ait fait sa flotte de son côté et que justement on le voit se rallier à l'équipage des Mugiwara à la fin et voilà, mais en tout cas, ouais. Je pense que du côté de Don Krieg lui-même, il y a moyen qu'on ne le revoie pas. Ou alors on le reverra en tant que sous-fifre de Jin. Troisième question de Spatule. Yogoji, j'adore ton travail sur ta chaîne. Merci beaucoup, bro. Voilà ma question. Que penses-tu du niveau de puissance de Monkey D. Dragon? A-t-il le niveau Yonko, Amiral, voire plus ou même moins? J'espère que tu pourras répondre à mes questions. Force à toi. Alors, merci beaucoup, bro. Et c'est là une fois de plus pour le coup aussi une très bonne question. Je peux faire le lien avec ma dernière vidéo sortie là en date, outre la review, où je mettais en avant l'éventuelle utilisation du haki l'armement très avancé que certains grands personnages auraient pu faire, style Mihawk, Rayleigh et Monkey D. Dragon justement, en montrant que ouais, Monkey D. Dragon semble avoir montré des signes de haki de l'armement vraiment très puissants, notamment par la façon où il a explosé toute une colline au niveau du royaume de Goa. Mais outre ça, je pense qu'on a juste quelques critères à prendre en compte pour imaginer la puissance du personnage. Juste l'imaginer, sans même avoir de preuves concrètes. Si on imagine, on se dit que déjà le type, il est leader de l'organisation criminelle la plus recherchée, la plus dangereuse vis-à-vis du gouvernement mondial, qui elle-même est la plus puissante des forces au monde, le gouvernement mondial. Donc déjà, tu sais que avoir un rival de cette taille, c'est que le mec il doit peser. Je pense que pour le coup, là si je dois déjà mettre un stop aux exemples que je voulais vous donner, c'est que typiquement Dragon il doit avoir largement le niveau d'un amiral. Il me semble, de mon côté en tout cas, voilà, ça tient que moi, mais je pense qu'il doit avoir largement le niveau d'un amiral, juste par le fait qu'il tient l'organisation vraiment rivale de ouf au gouvernement mondial. Ensuite t'as la puissance, rien que la puissance de ses sbires qui est énorme, Ivankov, Inazuma, Kuma, même tous les commandants des révolutionnaires, et même juste Sabo, qui est c'est oufissime, et tu te dis que si la puissance d'un de ces sbires ne correspond qu'à un certain pourcentage de celle de Dragon, c'est que lui il doit être monstrueux. Et je pense que c'est un des arguments sur lesquels on peut se baser pour justement s'imaginer un peu sa puissance. Quand on sait d'ailleurs que Sabo, qui est très très puissant actuellement, et qui a été justement entraîné par Dragon lui-même, c'est que bon, le type il pèse vraiment beaucoup. Et puis rien que par le fait que ce soit le fils de Garp et le père de Luffy. Tu prends les deux personnages qui sont Garp et Luffy. Garp c'est le héros de la marine, peut-être le marine le plus puissant de l'histoire. Et t'as Luffy qui est futur roi des pirates, qui est en passe de devenir l'un des hommes les plus puissants au monde. Je veux dire, Monkey D. Dragon dans cette équation, à chaque fois il ressort comme étant abusé quoi. Donc on n'a pas d'idée, on n'a pas de preuves réelles ni concrètes, à part le truc que je vous ai parlé du royaume de Goa, mais tout laisse supposer qu'il est ultra puissant. Voilà, je pense que j'espère vous avoir convaincu de cette façon, mais pour moi ça fait aucun doute que le type il a un niveau incroyable. Et oui, je pense que en termes, il a le niveau d'un amiral, voire plus. Il doit pas se laisser faire du tout quoi. Alors, question numéro 4 du petit Starkies. Désolé, j'ai une autre question. On a appris grâce à Stampede que Bullet s'est échappé de Impel Down quand Luffy est venu foutre la merde. Et il est peut-être le plus puissant pirate qui s'en est échappé. Mais penses-tu qu'il pourrait y avoir d'autres puissants pirates dont on n'a jamais entendu parler qui se soient échappés et qu'on reverra plus tard dans le manga? Ou si Bullet n'était pas... Ou si Bullet n'était pas prévu par Oda et a été créé uniquement pour le film, étant donné qu'on ne l'a jamais vu apparaître quand Oda dessinait l'équipage de Roger. Ok, donc en gros, est-ce qu'il y a d'autres personnages plus puissants liés à Impel Down en liberté depuis de la grande évasion? Ben j'espère, en vrai, j'espère, parce que si ça se limite juste à l'équipage de Barbe Noire et à un personnage non canon entre guillemets, parce que là on va revenir dessus, mais Bullet c'est encore un peu un cas à part.
oui, ça laisse présager que... Enfin, moi, je pense ça serait un minimum normal que parmi tous les personnes, les grands pirates qui se sont échappés de Impel Down, ben voilà, t'en aies au moins un qui soit vraiment puissant, qui se distingue un peu des autres. Après, il faut savoir que à l'endroit où Barbe Noire, pardon, a récupéré son équipage, dans tout ce qui est Vasco, tout ce qui est Katarina Devon et tout, eux ont normalement tué tous les autres prisonniers à ce niveau-là. Parce que c'était une grande rixe, c'était une grande mêlée générale en gros. Et il n'y a que eux qui sont ressortis en disant ok, vous êtes l'élite parce que vous les avez tous maravé quoi. C'est compliqué parce que dans le cas de Bullet, où justement on apprend que c'est un personnage d'Impel Down sorti, etc. et qu'il avait ce lien avec l'équipage de Roger, déjà là il y a une sorte d'incohérence parce que normalement tout personnage étant lié à Roger d'une façon ou d'une autre se voit être exécuté parce qu'il y a justement un potentiel à ce qu'ils connaissent les liens de Raftel, les liens, le secret du siècle oublié, etc. Normalement, ils sont censés être tous morts. Ils sont censés être exécutés. Bon, preuve avec Crocus que c'est pas le cas, parce que Crocus, entre guillemets, limite, ils savent pas où il est, ou alors ils savent pas qui il est réellement. Ça paraît bizarre, mais normalement, il est censé être exécuté aussi. Et Rayleigh, justement, est resté caché. Mais sinon, voilà, pour le coup de Bullet, c'est compliqué aussi de se dire que dans la timeline vraiment du manga, on peut le classer comme étant réellement un personnage étant sorti d'Impel Down. Je pense que c'est plus entre guillemets une sorte de facilité scénaristique d'Oda pour introduire un autre personnage plutôt que vraiment un personnage qui a été prévu ou quoi que ce soit. Après vraiment ça serait cool qu'Oda ait pensé à mettre ça dans le manga mais qu'il ait vraiment pas trop eu le temps de l'exploiter ou pas la place dans son histoire pour développer un tel personnage et du coup qu'il ait fait en film. Mais il y a de grandes chances que ouais, ce soit... Tiens, Impel Down, il y avait plein de grands personnages, de puissants pirates qui se sont échappés. On peut faire un truc, on peut en exploiter un au pif, on peut en créer un avec ce prétexte pour en faire un film. Et donc du coup faire un grand personnage puissant. Sauf qu'on va lier à Roger, sauf que oui, normalement Roger ils sont censés être exécutés parce qu'ils peuvent connaître des trucs pas très catholiques. Mais voilà, c'est un peu le côté vicieux de rajouter un personnage de cette envergure lié à cet événement quoi. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, c'était assez chaud pour le coup. Ok, alors 5e question de Guillaume Hollenstein. Salut Goji, que penses-tu de Sanji depuis Wallcake? Guillaume, ça s'écrit pas comme ça, Wallcake. Que penses-tu de Sanji depuis Wallcake? On a l'impression qu'il n'a quasiment pas progressé depuis l'ellipse par rapport à Zoro qui donne vraiment l'impression d'avoir évolué ne serait-ce qu'en maturité. Merci, je trouve tes vidéos très intéressantes, continue. Merci bro. Alors l'évolution de Sanji depuis Wallcake, on l'a pas trop vu à l'œuvre quand même depuis Wallcake, mais en gros, c'est quand même un peu décevant. Enfin, c'est pas depuis Wallcake que je prendrais le cas de Sanji, mais ça serait depuis la fin de l'ellipse. Et c'est là au moment où c'est gênant parce que t'as l'impression qu'en 300 chapitres, presque 400 chapitres, Zoro a fait plus en un seul que Sanji dans tout ça. Rien que le chapitre vs Jones où Zoro s'est vraiment affronté le personnage principal, le boss principal de l'arc, en l'explosant littéralement dans son environnement, c'est-à-dire dans l'eau, l'homme poisson. Quand tu vois ça, tu te dis bon ok, Zoro lui il est super puissant, qu'est-ce que ça va être Sanji? Sanji au final, il est puissant. Il faut pas non plus lui jeter la pierre, il a une certaine puissance, il a une grande puissance même. C'est qu'un personnage qui ne s'entraîne pas comme Zoro, c'est un personnage qui n'est pas destiné aux mêmes choses que Zoro, il n'est pas destiné à être le meilleur dans sa catégorie, il n'est pas destiné à être tout simplement un guerrier. Ça a été introduit comme ça par Oda, mais en réalité ça reste un cuistot. Donc il n'a pas une place légitime de combattant ou quoi. C'est Oda qui a fait en sorte de le mettre à peu près dans le Monster Trio avec Zoro et Sanji, pour nous faire comprendre que c'était les 3 top combattants et que même si Sanji était un peu en arrière, à l'époque en tout cas il se battait très bien et il pouvait très bien se confronter aux 2 autres. Là désormais on sent vraiment qu'il y a un grand boulevard en fait entre les 3 et Sanji pour l'instant il se sent vraiment délaissé. Après perso je reste persuadé qu'Oda à un moment ou quoi il va le remettre au goût du jour. C'est obligé, rien que déjà le fait qu'il ait la capsule du Garma, le Steel's Black. C'est pas quelque chose que j'aime moi. Parce que en soi, j'aime pas juste le concept, j'aime pas l'idée que Sanji utilise quelque chose pour augmenter sa puissance. Parce que c'est comme si Luffy avait un objet magique qu'à chaque fois qu'il l'utilise, bim, hop, il prend un putain de power-up. Pour moi, c'est la même chose et je trouve ça dommage vis-à-vis de Sanji parce que c'est un personnage qui avait aucun artifice, qui avait rien, qui avait pas de superflu, qui avait que dalle, et pourtant qui était au niveau des 2 autres monstres. Pas au niveau, mais du moins, il pouvait un minimum rivaliser. Et là, maintenant, t'as l'impression que, d'accord,
eh ben, il peut plus rivaliser avec ça et il est obligé de se taper donc un power-up externe. Donc cette capsule reste un power-up malgré tout, ça reste une lueur d'espoir, ça reste... Moi j'ai encore assez confiance, mine de rien, même si je taille beaucoup c'est vrai, mais ça reste mon personnage préféré, j'aime bien jouer l'autodérision aussi beaucoup de fois. Donc j'attends de voir, je sais que Sanji c'est quand même un personnage très puissant malgré tout, et que là il a peut-être pas eu non plus de réelles raisons, de réels combats pour se mettre en avant, comparé justement à Zoro qui a dû s'affronter le personnage principal, etc. D'ailleurs, quand même, Doflamingo, quand il y a eu la petite passe d'armes entre Doflamingo et Sanji, il a quand même reconnu la puissance du garçon. Donc, c'est que c'est pas un bouffon non plus. Mais voilà, la place que lui fait prendre Oda actuellement, ça à se demander parce que justement, ça nous casse beaucoup d'avant. Ça nous change beaucoup d'avant l'ellipse. 6ème question de Judy. Salut Goji, tu fais un super taf et ce genre de vidéo est super, merci de répondre à nos questions. Merci à toi poto, j'en ai 2 pour toi, libre à toi d'en répondre qu'à une seule pour laisser la place aux autres. En vrai les 2 questions sont assez simples donc je vais les faire. Crois-tu que dans le manga lors d'un flashback, nous verrons la passation du chapeau de paille de Roger à Shanks? Et crois-tu que l'on verra l'esprit du Sunny? Continue comme ça poto. C'est des questions très cool donc ça me fait super plaisir d'y répondre. Et pour le coup un flashback ouais. Je pense qu'un flashback entre Shanks et Roger peut avoir lieu. Et c'est un moment où on verra Shanks dans une certaine position. Que ce soit sa mort, que ce soit la découverte, sa rencontre avec Luffy, que ce soit au moment où Luffy doit lui redonner le chapeau ou quoi que ce soit. Bref, un moment déterminant de la rencontre de Shanks et de Luffy, je pense que c'est à ce moment-là qu'on aura ce petit flashback. Ou en tout cas, ça me paraît être le moment le plus propice. Mais c'est vrai que j'ai très peur, personnellement, qu'Oda ne mette pas de flashback lié à l'équipage de Roger dans l'histoire. C'est trop important. C'est trop quelque chose qu'on a toujours voulu voir. Moi, si je pouvais, si j'avais les capacités au dessin, au scénar et tout, je ferais juste une sorte de fanfiction. Je referais ça peut-être en 10 tomes où j'imaginerais l'histoire de Goldie Roger, quoi. Et c'est un truc de malade, tellement je trouve ça tellement passionnant. Et voilà, j'espère que soit il y aura des spin-offs à la fin du manga, soit il y aura des bons flashbacks quand même bien denses qui nous expliquent un peu tout ça, qu'on voit comment Roger a donné le chapeau de paille à Shanks et pourquoi surtout. Donc ouais, de ce côté-là, je pense que ça se verra d'une façon ou d'une autre. Et revoir le Club Waterman du coup du Sunny, bah pour le coup j'espère vraiment. Après on va pas se cacher, j'ai plus d'espoir depuis le chapitre 900 où le Sunny a été presque détruit. Là pour moi c'était vraiment le moment où Oda aurait pu réintégrer le Club Waterman. C'était vraiment le moment où ce Club Waterman, d'ailleurs j'en parle mais peut-être les gens savent pas ce que c'est justement le petit esprit du Merry qui faisait en sorte qu'il parle en fait, c'est la personnification d'un bateau, c'est son esprit, c'est son âme, et qui a pu réparer le Merry à de nombreuses reprises. Et c'est vrai que cette façon c'est trop beau d'avoir intégré ce genre de choses. Et j'espère vraiment qu'on verra celui du Sunny. J'ai peur qu'Oda, depuis tout ce temps, il ait oublié cette notion, qu'il ait mis de côté, qu'il ne veuille plus l'exploiter, parce que pour le coup, c'était vraiment quelque chose de très beau et très symbolique en plus. Ça montrait que le navire, c'était pas qu'un moyen de locomotion, c'était pas que un tas de bois ambulant avec des toiles et des cordages. Ça montrait que c'était une partie même de l'équipage, voilà, de l'équipage. Et on peut le ressentir encore une fois quand les Mugiwara retrouvent le Sunny et qu'ils lui parlent, ils disent « Oh Sunny, t'es là et tout, ça fait plaisir », ou « Tu vas mieux », ou « Ça fait longtemps », etc. Et tu vois qu'ils le considèrent comme tel, donc ça veut dire qu'il y a moyen que ce fameux navire soit justement... et la possession d'un Club Waterman, d'un esprit. Alors, 7ème question de Giovanni Strangis. Malgré que One Piece est un shonen, est-ce que tu penses que la mort d'un Mugiwara pourrait être envisageable? Continue comme ça, j'adore le concept. Merci bro. Alors, la mort d'un Mugiwara est-elle envisageable? Je pense que oui, totalement envisageable. Est-ce qu'elle va réellement arriver? Je peux pas dire pour le coup que Oda prendrait ce risque, parce que c'est vraiment très fort de faire mourir un personnage comme ça. C'est quand tu vois les difficultés qu'il a à faire mourir un simple random style les enfants de Big Mom, qui entre guillemets meurt mais ne meurt pas réellement. Quand tu vois que n'importe quel personnage pourrait mourir dans One Piece mais ne le fait pas, parce que simplement Oda n'aime pas ça, tu te dis que faire mourir un Mugiwara, c'est vraiment une décision qui... Enfin, c'est irréversible. C'est très dur. Pour moi, il y a 2 potentiels Mugiwara candidats à justement une mort. Déjà, il y a Luffy. Luffy, pour moi, une aventure pourrait se terminer d'une certaine façon si justement il laisse un héritage un peu à la façon Goldie Roger, ou du moins qui meurt en fait. Et c'est compliqué, c'est assez triste, c'est assez tragique et un peu glauque, mais franchement je trouve que ça rajouterait un bel esprit en fait à One Piece. Le fait que Luffy,
il ait fait son air, il ait fait son temps, et qu'à la fin, une fois qu'il est... Alors je parle pas qu'il meurt quand il a 20 ans, hein, comme actuellement, qu'il ait 19 ans, mais genre que plus tard on a un flashback ou quoi que ce soit, ou que One Piece à un moment soit propulsé dans une sorte d'ellipse à 10-20 ans plus tard, et qu'on voit justement Luffy mourir. Donc ça serait quelque chose, et ça serait, je trouve... un sacré lien avec Roger, voilà, qui développe une sorte de maladie ou quoi que ce soit. Mais sinon, pour moi, c'est Usopp. Parce que Usopp, il y a plusieurs trucs, c'est toujours été un peu la victime, celui qui a toujours un peu frôlé la mort de telle ou telle façon. Et c'est surtout parce que j'avais fait une théorie là-dessus. Usopp, on sait très bien qu'il ment beaucoup, il fabule, etc. Sauf qu'on sait aussi que ce genre de mensonges et de discours tient toujours d'une sorte de vérité. Et que ça se réalise, au final. Et dans l'arc d'Elbaf, je me rappelle... Non, pas dans l'arc d'Elbaf, dans l'arc de Little Garden avec les gens d'Elbaf, il avait dit une chose, je me rappelle plus du chapitre, mais vous allez le voir apparaître, je vais chercher entre temps. Je me rappelle plus du chapitre, mais il disait qu'en gros. Attends, il disait quoi quand même? Ah, parce que je me rappelle plus. Ah, il disait qu'un jour, même s'il devait tout perdre ou faire face à la mort sur une île isolée, il mourrait avec honneur en disant, comme dernier mot, qu'il est Usopp, le grand guerrier des mers. Et je trouve que c'est fort. Pour qu'Oda ait mis ça avec tout ce qui entoure Usopp, le fait que ses mensonges se réalisent ou ses histoires, là c'est quand même très précis. C'est-à-dire que déjà, Usopp parle de son rêve à ce moment-là, qu'une fois qu'il a atteint son rêve, il pourrait mourir, entre guillemets, sans souci, seul, isolé sur une île déserte, etc. Ça dépend, mais je veux dire, pour moi, c'est quand même fort. Si Oda veut faire mourir aucun de ses personnages, qu'il ne tisse pas des choses comme ça. Et s'il veut nous faire tourner en bourrique, bah dans ce cas-là, qu'il fasse pas en sorte que tous les mensonges d'Usopp se réalisent, sauf celui qui paraît le plus incroyable, le plus prenant, quoi. Donc voilà, je pense que oui, ça serait, scénaristiquement parlant, je trouverais ça beau, finalement, qu'un Mugiwara meure, ça serait d'une grosse symbolique, et ça serait un point marquant du manga qui ferait... Ça exploserait tout, vraiment. Me dites pas que votre réaction quand vous parlerez de One Piece à ce moment-là, ce serait pas... Putain, c'est incroyable. Enfin, moi, je sais pas, je vois ça comme un événement qui rallierait un peu tout le monde et qui mettrait tout le monde sur le cul, sur la même longueur d'onde, sur l'ampleur du manga. Donc voilà. J'en peux plus de parler. Je tombe à la gorge. Allez, on y est presque. Alors, question de ATH. Bien le bonjour Goji, bien le bonjour mon petit ATH. Penses-tu que Kaido possède vraiment un fruit du démon lui permettant de se transformer en dragon? De mon point de vue, Kaido étant considéré comme une bête, je pense qu'il est de base un dragon et qu'il a mangé le fruit du démon lui permettant de se transformer en Oni. Merci à toi de ta réponse, j'adore ce que tu fais, continue comme ça. Merci poto. Merci beaucoup. Alors pour le fruit de Kaido, c'est vrai que c'était une grosse interrogation, comme quoi quand on l'a vu se transformer en dragon, on se disait ouais mais ok, mais c'est pas le fruit du dragon ça, c'est peut-être juste un dragon de base qui a mangé le fruit de l'humain ou le fruit de l'Oni, et c'était valable comme théorie, parce que bah, c'était pas con. Il n'y a rien qui pourrait nous faire croire que c'était l'inverse. Sauf que finalement, je vais retrouver le lien, mais ça a été confirmé récemment dans le One Piece Magazine volume 6, donc qui est sorti au Japon, que finalement, Kaido a bien mangé un fruit du dragon. En gros, c'est tout en anglais, donc je galère un peu, mais c'est dit que Kaido est la plus puissante des créatures, etc. Machin. C'est un utilisateur de fruit du démon, et un fruit du démon mythique, en plus, capable de le transformer en énorme dragon. Donc c'est des informations officielles, ça a été dit par Oda, pas dans le manga mais dans One Piece Magazine, et c'est enfin normalement c'est officiel, et donc voilà, ça confirme que c'est bien et bien un fruit du démon lié à ça. Mais ça change pas que cette théorie était très intéressante, et d'ailleurs on dit toujours qu'elle est d'un niveau tout autre qu'un humain. Donc pour moi la théorie de comme quoi Kaido est une sorte d'expérimentation tient toujours pour le coup. Mais oui, c'est bel et bien l'utilisateur d'un fruit du démon mythique. Voilà, j'en profite pour faire un coin information au passage, c'est très bien. Alors, 9ème question de Seijuro dit Akashi. Pourquoi les smiles fabriqués par cet incompétent César donnent le même effet qu'un vrai fruit du démon, c'est-à-dire empêcher l'utilisateur de nager, ce qui détruit le mythe de la malédiction de l'âme. Et ensuite, j'ai du mal avec Kaido qui se focalise plus sur la quantité que sur la qualité pour une personne qui va avoir l'équipage le plus puissant du monde. C'est tout de même ironique en dépit de ce qu'on a vu de son équipage. À voir s'il n'est pas complètement stupide. Alors c'est une très très bonne question, une fois de plus, et je suis vraiment d'accord pour le coup sur le smile. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait que César est un incompétent, parce qu'au contraire, César il est tout sauf incompétent, il est très intelligent, c'est un génie, vraiment, littéralement. Mais pour le coup justement de ces fameux smiles comme quoi ils aient la même malédiction que les fruits du démon naturels, j'avoue que j'ai pas compris moi-même. Et ça, c'est toujours quelque chose que je ne comprendrai pas
Parce que pour moi, c'était oui, toute la mythologie du fruit du démon. C'est-à-dire que le fruit du démon, c'est quelque chose qui a été banni de la mer, qui a été rejeté par la mer, empêchant l'utilisateur de nager. Et du coup, comment expliquer que une création, quelque chose d'artificiel, quelque chose de créé par la main de l'homme, puisse être rejeté par la mer, justement. C'est une notion très divine et spirituelle qui se mélange avec l'humain, le terrestre. Et donc, moi je me dis, soit l'origine des fruits du démon, Smile, n'est pas que humaine, et donc il y a quand même quelque chose de très particulier derrière, et qu'on a encore un secret caché derrière tout ça qui puisse le lier au véritable fruit du démon, c'est-à-dire vraiment une explication divine, presque spirituelle, etc., mythologique, ou alors que je sais pas, ou alors parce que justement c'est de telles abominations que la mer rejette encore une fois de plus ces fruits du démon, mais pour le coup, je suis d'accord, je comprends pas des masses, mais je pense que ça sera expliqué, ou si c'est pas expliqué, bah il faudra faire avec et imaginer le pourquoi du comment, se faire des théories. Mais oui, et alors du coup pour le cas de Kaido, alors aussi je suis plutôt d'accord, parce que ça fait un gros contraste quand même avec le mec en lui-même, sa puissance. Et le fait, quoi, là, c'est le type qui, quand même, a pas l'air si mauvais dans le fond, je l'ai déjà dit par le passé. Moi, Kaido, je pense qu'il a vraiment quelque chose de bon parmi la bête qu'il est. Il a une certaine mélancolie de quelque chose, mais je sais pas de quoi. Et je pense que c'est la raison de pourquoi il boit, pourquoi il attend l'alcool dépressif et mauvais et triste. Et je pense que en vérité, je sais pas s'il attend vraiment grand chose de son équipage. Sa puissance se suffit à lui-même, et peut-être que justement il se rend pas compte que dans tous les cas, c'est lui qui porte, qui pourrait faire tout et n'importe quoi, et c'est lui qui pourrait peut-être, je dis des conneries, mais qui pourrait one-shot les 3 amiraux, je dis des conneries, hein, mais c'est lui qui pourrait faire plus de dégâts que n'importe quel équipage qu'il pourrait créer ne pourrait faire, vous voyez. C'est vrai qu'il y a un sacré contraste avec le personnage et son équipage et les débiles qui semblent y être. Après, il faut pas dire, mais les commandants de Kaido sont très forts. Faut absolument pas les sous-estimer. Mais ouais, il est vrai qu'il y a un sacré contraste de ce côté-là, ouais, je suis d'accord. Et donc, on arrive à la dernière question que je cherche et qui se trouve ici. La 10e question de Bastien. Salut Goji, penses-tu qu'Ener reviendra dans One Piece? Car c'est un personnage qui m'a beaucoup hypé lors de l'arc de Skypiea. Si oui, sera-t-il un membre des Mugiwara, étant donné que Luffy est un counter naturel de son Gorogoro no Mi? Et quand fera-t-il son retour? PS, ces théories, review sont ouf, continue comme ça. Merci encore à toi, Poto. Alors, le retour d'Ener, un tel personnage, sachant tous les retours qu'il y a dans One Piece, c'est obligé. Et c'est même pas que sur le plan du combat. C'est même pas Ener, je pense même pas qu'il reviendra que pour ce fight ou que pour s'affronter contre Luffy ou quoi que ce soit. Juste que Ener, c'est quand même le seul personnage qu'on connaît actuellement à être allé sur la Lune et à avoir découvert l'origine de l'ancienne civilisation. Il se met un peu voir. Attendez, ça se trouve, on va avoir le tonnerre pendant que je parle d'Ener, ça serait énorme. Donc pour moi, Ener, il a une plus-value dans ce qu'il a trouvé pendant l'ellipse, éventuellement, et toute l'histoire qu'il a découvert, et il peut revenir sur Terre pour justement arriver, et donc... en gros, j'ai une scène en tête, c'est trop débile, ça arrivera pas, hein. Mais t'as Ener qui redescend en mode paniqué, en mode il est devenu totalement, genre, illuminé, et il descend et dit « Oh, Luffy, j'ai trouvé de ces trucs de ouf sur la Lune !» Genre, le type, il est totalement HS, en fait. S'il vous plaît, ça fait peur. Et donc oui, non, en gros, je pense que dans l'équipage, non, c'est pas quelque chose qui me charme réellement. Je vois pas pourquoi il irait dans l'équipage. On va peut-être fermer la fenêtre quand même. Je pense pas qu'il soit dans l'équipage, mais par contre, que son retour apporte de grandes informations primordiales, ouais, ça je suis d'accord. Et moi, je pense qu'il pourrait revenir durant l'arc de Wano. Parce que rien que son lien avec la mythologie japonaise, donc le fait qu'il soit lié à Reijin, avec tous les tambours, avec le fait qu'il ait les Magatama, je pense que ouais, Ener, il a toutes ses raisons de revenir. Soit dans cet arc-là, soit dans le prochain ou quoi que ce soit. Surtout qu'on l'a vu récemment dans une page de couverture, donc on peut imaginer que Oda il a déjà des petites idées de le refaire revenir à ce moment-là. Mais en tout cas ouais, si retour il y a, ça sera axé sur l'histoire et la découverte de certaines choses. Bon bah écoutez les bros, j'ai fait le tour des 10 questions, normalement j'en ai raté aucune, je regarde, mais non, tout est bon. Donc voilà, c'était vraiment super intéressant comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser votre question en commentaire ou même sur le Discord si vous voulez, j'irai les regarder avec le fameux hashtag QOP. C'est super intéressant et c'est parfois des sujets que je ne pense pas à traiter en vidéo, et justement certains sujets peuvent être réutilisés vraiment véritablement en vidéo avec un truc plus détaillé, parce que là je me fais que 2-3 notes pour me rappeler de ce que je voulais dire, mais il n'y a rien qui est recherché, il n'y a rien qui est détaillé, ça se base juste sur la connaissance que j'ai sur le moment même du manga, donc c'est très limité entre guillemets, mais c'est super intéressant et j'adore faire ça pour le coup, et je pense que
Ce concept va évoluer à l'avenir, j'ai déjà pensé à quelques trucs, à certaines saisons, mais ça j'en parle pas trop, mais ça pourrait bien évoluer sur quelque chose de bien sympa pour la chaîne. J'aime beaucoup en tout cas cette interaction que j'ai avec vous, et je vois que vous aussi, donc c'est vraiment le principal. Donc les bros, bah voilà, à part de vous dire de poser vos questions, et puis de pas oublier de participer au concours, je pense que c'est tout bon pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité comme d'habitude, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis bah écoutez, portez-vous bien. Peace les bros.